humanitarium. J'ai le plaisir de modérer ces panels pour discuter ensemble des conséquences humanitaires et des effets combinés du changement climatique et des conflits armés au Sahel. C'est aussi l'occasion d'échanger sur les possibles réponses à y apporter avec les experts présents. Je me réjouis de donner la parole à Patrick Youssef, directeur régional du CICR pour l'Afrique, qui intervient depuis le siège à Genève. À toi, Patrick. Merci, j'espère que vous m'entendez. Bonjour, bon après-midi à toutes et à tous. Et puis, je suis très très honoré de faire partie de cet événement, de cet humanitarium qui est un concept que le CICR a créé tout simplement pas pour donner des leçons ou prétendre être la référence des organisations humanitaires sur des sujets, mais c'est surtout de démontrer l'importance de travailler ensemble et donc d'avoir effectivement une plateforme, un espace pour écouter, entendre et surtout apprendre de plein d'acteurs présents aujourd'hui dans les contextes dans lesquels nous travaillons et nous partageons effectivement avec des autorités nationales, des ONG, des centres de réflexion, d'études, comme le International Crisis Group, et plein d'autres, effectivement, membres du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Je voulais donc, avant de dire quelques mots d'introduction, tout simplement remercier notre panel de très très haut niveau, qui effectivement démontre l'importance que les États, les organisations multilatérales, mais aussi le mouvement de la Croix-Rouge tient et donne et accorde justement à une problématique qui pour plein de nous en fait, je vois effectivement que nous sommes, on a dépassé les 70 personnes sur ce call et j'imagine également qu'il y a plein d'autres qui sont présents autour. Donc ça démontre l'importance que nous accordons à cette thématique, mais surtout l'importance, encore une fois, d'agir ensemble, qu'une entité seule ne suffira certainement pas pour non seulement changer le cours du changement climatique, mais c'est surtout d'agir entre-temps, devant des problématiques qui sont non seulement globales, mais parfois qui ne tiennent pas à une solution dans le court terme, ni certainement pas dans le moyen terme. Et vous le savez, le CICR a été une des premières organisations à parler justement de ce cette duel fragilité qu'apporte le climat sur un environnement déjà touché par les conflits armés. Et j'imagine, je me rappelle également qu'une des premières organisations avec qui nous avions mis la main dans la main, c'était la Banque africaine de développement. Je me rappelle, le premier panel à aborder cette discussion était en 2015 déjà, ou en 2016 à Abidjan. Et donc on se réjouit d'avoir effectivement une institution financière de la taille, des valeurs que porte la Banque africaine de développement pour avoir justement cet espace d'échange aujourd'hui. Vous le savez, sur les 20 pays considérés les plus vulnérables au changement climatique, 12 se trouvent simplement en situation de conflit. Et là, si nous parlons simplement du Sahel, on parle du Mali, on parle certainement du Burkina Faso, mais effectivement, en Afrique seulement, on a le Mali, la RDC et la Somalie qui sont tous très confrontés à des conflits et figurent parmi les pays les moins bien classés aujourd'hui sur cet échiquier-là. Nous voyons aujourd'hui la situation qui ne relate pas au Sahel, mais qui mérite d'être mentionnée, qui est le Tigré dans le nord de l'Éthiopie, où effectivement, sans le changement climatique et sans les désastres climatiques qui ont mené à une saison agricole complètement défaite, nous n'aurons jamais eu les conséquences humanitaires que nous avons aujourd'hui. Donc le coût humain du changement climatique est très très important, et notamment dans les conflits, surtout dans les régions du Sahel où les tensions sont autour de l'accès aux ressources. Il y a des conflits intercommunautaires, il y a des troupeaux qui sont décimés, la malnutrition,
Nous voyons également, en tout cas pour ceux et celles qui analysent les mouvements de transhumants, qui est un levier principal de la vie économique de l'Afrique subsaharienne, le changement des tendances transhumantes où non seulement nous voyons effectivement que les populations transhumantes devancent la période transhumance de quelques mois et puis reviennent à la maison après plusieurs mois. Ça démontre effectivement le changement sociétal également et l'impact sur la société et les habitudes sociétales qui sont malheureusement impactées. Vous le savez, nous avions également évoqué à plusieurs reprises que dans le Sahel vit effectivement une augmentation des températures qui est beaucoup plus grave que le reste du monde, sans devoir dramatiser la situation, mais il est clair, et notre collègue du Centre du climat, Abdurrahman Gado, va certainement en parler. On parle effectivement de plus de population sur un terrain beaucoup plus restreint, à cause justement des conflits armés qui non seulement contrôlent le territoire, mais effectivement méritent, aliènent, mettent de côté toutes les populations, qu'elles soient agricoles ou les populations d'élevage, et malheureusement, sur des précipitations irrégulières et des saisons de pluie qui sont de plus en plus courtes, vous pouvez imaginer l'impact que ça peut avoir sur les populations. J'aimerais juste rapidement parler des leviers de réponse que nous considérons très importants. D'une part, il ne faut pas simplement être indifférent devant cette situation qui grandit de plus en plus. Nous étions assez vocaux auprès de forats internationaux, et je ne parle pas du COP, mais plutôt des forums comme Davos, où effectivement des décideurs et surtout une communauté économique qui est très présente et très forte, et qui devrait être effectivement également pas indifférente devant cette situation. Donc mes réponses sont diverses et variées dans ce domaine. Mais le plus important, et là j'aimerais juste attirer l'attention de notre audience, c'est l'importance d'agir et non seulement d'émettre des théories de changement. Et surtout, je ne parle pas que du climat, mais aussi de l'environnement. Et je dis ça pour ne pas dédouaner les autorités locales de leur obligation d'apporter du développement et des réponses qui visent à améliorer l'accès aux services de base des populations. Parce qu'il y en a malheureusement encore des États qui blâment tout, qui jettent tout sur le climat et malheureusement ne rapportent aucune solution aux populations vulnérables. Il y a également, au-delà de l'assistance matérielle, il y a l'importance de la promotion du droit humanitaire et son impact sur le gouvernement, où effectivement, trop souvent, la guerre agresse l'environnement naturel, elle attaque ou contamine parfois l'eau, les sols et les terres et pollue l'air de plus en plus. Et effectivement, le droit humanitaire a été conçu pour limiter la dégradation de l'environnement également et les risques auxquels sont exposées les communautés touchées par les conflits armés. Le CICR donc s'est engagé depuis un certain temps pour améliorer les pratiques du système humanitaire et a pris donc des engagements en adoptant en mai 2021, donc il y a moins d'un mois, une charte des organisations humanitaires sur le climat et l'environnement qui vise donc à examiner et à maximiser la durabilité environnementale de notre travail et en réduisant de plus en plus nos émissions et en essayant d'avoir effectivement un contrat, même moral, collectif, pour maintenir une capacité de fournir une assistance humanitaire fondée sur les principes, mais en même temps être effectivement dans l'action pour aller de l'avant et faire une différence. Je pense qu'il faut donc analyser davantage l'intersection entre ces risques climatiques, les conflits et les déplacements de population, qui sont, où l'Afrique nous offre énormément d'espace pour le faire, et plus particulièrement le Sahel qui est touché par toutes ces problématiques, migration, changement climatique, guerre, terrorisme, etc., etc. Et il est urgent également de prendre des mesures politiques substantielles. Et c'est ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai dit au tout début, pour ne pas se dédouaner justement d'une action affirmative qui vise à améliorer l'environnement et le contexte dans lequel ces gens vivent. Il est très essentiel d'avoir une réponse exhaustive, complète, qu'elle soit politique, sociale, économique et environnementale, pour permettre aussi à la communauté internationale de savoir où le soutien devrait être mis et où l'action devrait être mis.
Et de nouveau, pour ne plus revenir devant la période de soudure qui commence maintenant, aujourd'hui, et chouiner et pleurer en attendant que quelqu'un puisse répondre à notre place. Et je pense qu'on est tous et toutes très bien placés pour apporter une réponse cohérente et une réponse qui honore justement le malheur des gens, des populations qui vivent dans cette double, voire triple vulnérabilité. Je remercie encore une fois les organisateurs et mes collègues sur le panel, et je souhaite à toutes et à tous un excellent débat et une conclusion qui serait à la hauteur du défi qui nous oppose. Encore une fois, merci, et je retourne la parole à ma collègue Angela. Merci beaucoup Patrick pour ce tour d'horizon qui campe les débats. Tu as ni spécialiste du changement climatique, ni acteur humanitaire. On se situe un peu ailleurs. Donc mon expertise, elle est en réalité plus limitée que celle que vous avez bien voulu me donner dans votre présentation. Et je pense que notre présence, elle est liée à l'intérêt qu'on a développé ces dernières années pour penser à un point assez particulier des effets du changement climatique, qui est ce lien entre changement climatique, amenuisement des ressources, et puis violence, conflictualité dans la région sahélienne. Je vais essayer d'être court, parce que je pense que l'intérêt d'un tel panel, c'est avant tout de laisser de la place au débat. Disons que la région du Sahel central, et pour ce qui m'intéresse, les trois pays qui sont au cœur du projet Sahel de Crisis Group, donc le Mali, le Burkina Faso et le Niger, cette région est perçue depuis les grandes sécheresses des années 70-80 comme un espace écologiquement fragile et comme un espace de grande pauvreté. À cette représentation s'est rajoutée plus récemment la certitude aussi que cet espace sahélien était aussi victime des effets du changement climatique, dont les répercussions sont indéniables, mais dont les répercussions sont aussi variées d'un espace à l'autre, d'un point à l'autre de cette région sahélienne. Parallèlement à ces phénomènes écologiques, à ces phénomènes climatiques qui sont de grande ampleur et qui s'inscrivent aussi dans une durée plus longue, on assiste plus récemment, dans la même région, à une forte montée de l'insécurité et des violences armées, surtout depuis les années 2000 et plus encore les années 2010. Et accompagnant cette montée des violences armées, une multiplication aussi des groupes armés, notamment dans les zones rurales, qui sont les plus affectées par ces changements climatiques, par les dynamiques d'assèchement. Et donc multiplication des groupes armés dans ces zones rurales, dont beaucoup aussi se revendiquent du djihad et attirent aussi l'attention d'un certain nombre d'acteurs internationaux. À partir de cette coexistence entre ces deux phénomènes, donc d'un côté, changement climatique, espace écologiquement fragile, et de l'autre, montée de l'insécurité, multiplication des groupes armés dans les zones rurales, une idée qui circule largement établit un lien direct entre, d'une part, diminution des espaces cultivables, réduction des ressources, et de l'autre, tendance des jeunes sahéliens à s'armer, à prendre les armes. Et on estime de plus en plus qu'au Sahel, au fond, la carte de l'insécurité et la carte de la faim se superposent de plus en plus. Pourtant, les travaux qu'on a menés, nous, sur la région, encore une fois, du Sahel central, suggèrent que l'idée selon laquelle le réchauffement climatique entraînerait une réduction directe des ressources disponibles et par conséquent une augmentation des violences ne se vérifie pas toujours facilement. Alors, la multiplication en effet des conflits dans la région est peut-être moins liée à la diminution elle-même des ressources disponibles qu'à la transformation des systèmes de production. Et c'est cette transformation des systèmes de production qui génère des compétitions souvent mal régulées autour de l'accès aux ressources. La lutte contre le changement climatique est sans aucune contestation possible un combat indispensable. Tout comme reste indispensable la lutte contre les effets de ce changement climatique. Et notamment tous les effets qui incluent l'accentuation de la pression sur le foncier. Mais ce facteur-là n'est ni la seule explication de la montée des violences, ni nécessairement le facteur le plus déterminant. En réalité, nos travaux suggèrent que dans certains cas, les ressources sont présentes, voire les ressources sont en augmentation. Mais les autorités politiques
Les autorités centrales ou les autorités traditionnelles n'ont pas toujours la capacité ou la légitimité suffisante pour arbitrer les conflits relatifs à l'accès aux ressources en milieu rural. Les politiques de développement elles-mêmes, si elles partent du postulat que la raréfaction des ressources conduit automatiquement à une flambée des violences, risquent aussi de formuler des réponses inadaptées à la mutation profonde des systèmes agro-pastoraux. Il importe donc de veiller, selon nous, à la mise en place d'outils capables d'assurer une meilleure répartition ou une répartition plus équitable et mieux acceptée des ressources créées. En outre, les choix politiques des États jouent un rôle prépondérant dans les équilibres établis entre production agricole et pastoraux. Au Sahel central, les politiques publiques, en effet, tendent à favoriser depuis longtemps, depuis plusieurs décennies, les agricultures sédentaires au détriment de l'élevage nomade. Il faudrait, surtout en particulier dans cette zone du Sahel central, corriger ce type de déséquilibre et trouver des solutions qui concilient au fond les intérêts des différents systèmes de production. Pour résumer, essayer aussi de connecter mon propos au propos précédent, je pense qu'il est effectivement indispensable de penser d'abord les liens entre changement climatique, disponibilité en ressources et violence dans toute la complexité. Il faut effectivement développer des approches multidimensionnelles, des approches compréhensives, comme on pourrait le dire en anglais. Mais il est aussi important de comprendre que les outils ne s'articulent pas toujours bien les uns aux autres. Et que parfois, des politiques de développement très volontaristes peuvent induire des effets très négatifs au fond sur les niveaux de violence s'ils ne sont pas pensés pour mieux réguler les conditions d'accès aux ressources en milieu rural, en particulier dans ce Sahel central aujourd'hui affecté par des formes de violence plurielles. Voilà, j'ai voulu surtout poser les bases de mon propos, établir des idées très générales et je serais heureux de rentrer plus en détail sur les exemples qu'on développe dans nos études lors de la discussion. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation très riche. Vous mettez en fait en avant la question du lien, ou les manques des liens, justement de la causalité directe entre les changements climatiques et les conflits, ou bien l'augmentation de la violence. Vous touchez en fait à toute la question de la transformation des systèmes agro-pastorels et des questions autour des ressources, limitées ou pas forcément toujours limitées. Et vous tenez à mettre l'accent surtout sur la question de la gestion de l'accès à cette ressource et la gestion des tensions autour de cette ressource. Vous faites notamment référence à la capacité et la légitimité des autorités de pouvoir régler la gestion pour l'accès à cette ressource de façon plus équitable. J'entends aussi la préoccupation dans les réponses. Comme vous l'avez dit, si on fait un lien trop étroit entre changement climatique et l'augmentation de ces violences, on va se retrouver avec des réponses qui sont purement ou principalement sécuritaires. Tandis que je comprends qu'il y a un appel plutôt à regarder vers des réponses plutôt multidisciplinaires pour avoir une réponse plus appropriée à cette question. Je vous remercie déjà et je voudrais maintenant passer la parole à Dr Gado. Dr Gado, vous êtes l'expert régional en charge des partenariats et de la gestion des risques climatiques au Centre climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Vous travaillez en étroite coopération avec le CICR pour une assistance technique visant à réduire les impacts du changement climatique sur les populations les plus vulnérables. À vous, Dr Gado. Ok, merci Mme Angela et merci aussi pour l'audience qui nous écoute pour leur participation à ce débat. Donc, tout d'abord, je voudrais m'appesantir par rapport sur le Centre de climat, qui est un centre de référence pour le mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge, qui travaille en interaction, à l'intersection du moins entre la politique, la recherche et la pratique.
Donc, nous travaillons avec tous les systèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde, donc pour fournir un soutien à la programmation intelligente du climat. Donc, ce qui nous a permis d'appréhender la dynamique complexe du climat, la rareté des ressources, les conflits, la gouvernance, parmi tant d'autres facteurs qui rendent en fait la population sahélienne plus susceptible d'être affectée par les changements climatiques. Donc, ceci étant dit, je voudrais m'apaisantir par rapport en fait le changement climatique en tant que en fait un multiplicateur de risques. Et pour cela, donc, je peux dire que les risques de la région en fait sont multisectoriels. Et donc, notamment ce que nous pourrons ajouter donc en termes de risques, les risques sur la sécurité alimentaire. Donc, quand vous regardez par exemple toutes les études récentes menées par le CILS et le Centre régional Agrimed, montre que les rendements en fait, des cultures comme le mil, le sorgho, en fait, baisseront à peu près de 10% dans le cas d'augmentation des températures, donc de 2 degrés environ. Et cette augmentation en fait, engendre généralement en fait, une baisse des rendements agricoles, donc de l'ordre de 15 à 25% selon les pays. Donc, c'est pour dire que donc, cette étude nous permet en fait de voir donc, la combinaison des effets physiologiques liés aux facteurs du changement climatique, comme tels que la dégradation des sols consécutive à la déforestation et à l'érosion aussi. Donc, ont pour conséquence l'extension en fait, des zones arides et semi-arides, et aussi la réduction en fait, des surfaces agricoles et du potentiel de production agricole, et ce qui exacerbe ainsi en fait, l'accès à l'alimentation dans toute la région en fait, du Sahel. Donc, un autre risque, prenons en fait, le domaine des ressources en eau. Et on sait qu'en fait, l'accentuation du risque est due en fait, à l'augmentation des températures qui jouera en fait, sur l'évapotranspiration avec un effet de tarissement précoce des étendues d'eau qui sont souvent exposées au soleil. Donc, vous prenez tous les systèmes de barrage que nous avons dans la sous-région ouest africaine, notamment dans le Sahel. Donc, des étendues d'eau sont totalement exposées en fait, au soleil, ce qui engendre en fait, une forte évapotranspiration. Il est important aussi de souligner que la baisse de la ressource en eau est beaucoup plus importante que les déficits pluviométriques. Par exemple, dans le bassin du fleuve Niger, donc les études ont montré que en fait, les déficits pluviométriques sont en fait inférieurs par rapport à la baisse de la ressource en eau. Donc, et cela constitue en fait un risque majeur pour les secteurs ruraux. Donc, les secteurs ruraux vitaux, qui sont notamment l'agriculture irriguée, la pêche, l'élevage, et aussi en termes de disponibilité de la ressource nécessaire en fait et suffisante pour booster le secteur de développement. Quand on prend par exemple le risque en tant qu'effet multiplicateur en fait sur la paix sociale, les changements climatiques sont en fait des multiplicateurs de menaces. Qui parlent de menaces, ce sont des menaces en fait qui interagissent avec les facteurs de pression environnementale déjà existants avec la croissance démographique, parce que la majeure partie des pays sahéliens en fait ont une forte croissance démographique et aussi en fait d'autres facteurs tels que la vulnérabilité. Donc c'est pour dire que les changements climatiques en fait constituent réellement un multiplicateur de menaces dans cette zone. Donc, mais combiné en fait à d'autres facteurs de pression que je viens de citer. Et pour corroborer en fait cette affirmation, par exemple, on prend le delta intérieur du Niger. Les conflits qu'on observe entre agriculteurs, le delta intérieur, c'est au Mali, c'est un des sous-bassins du bassin du fleuve Niger, dans la région de Mopti et autres. Donc, les conflits qu'on observe entre agriculteurs et éleveurs et les conflits intercommunautaires qui sont souvent violents sont causés par un défaut d'application de la réglementation sur la gestion foncière, y compris l'accaparement en fait, des terres. Et aussi les systèmes de production extensifs tels que l'agriculture, l'élevage, qui engendrent en fait souvent une extension des superficies exploitées. Et ce qu'il faut retenir par rapport à cet aspect de paix sociale, c'est que ces conflits sont exacerbés souvent par la sécheresse. Donc, par exemple, les riziculteurs qui avancent vers le lit des cours d'eau, notamment en fait le fleuve et les grandes rivières, en obstruant en fait l'accès au pâturage aux éleveurs, tout comme en fait les inondations
en fait, les zones de pâturage qui se répandent sur des terres dont la population est contestée. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que l'augmentation, on observe de plus en plus qu'il y a des risques de dégradation des sols et une augmentation en fait du nombre d'inondations dans les pays du Sahel. Donc, cette augmentation de la fréquence des inondations, la baisse des rendements agricoles, en fait, observées ces dernières années sur le Sahel, peuvent être expliquées par l'augmentation de l'intensité des précipitations. Il faudra aussi retenir que la majeure partie en fait, de l'espace sahélien connaissent de plus en plus en fait, un ruissellement majoritairement orthonien, c'est-à-dire une hausse des intensités de pluie intrajournalières qui accentue encore en fait, les écoulements et le risque d'inondation. Donc, quand on prend en compte en fait, le risque en tant que effet multiplicateur en fait, de développement des populations, face, en fait, quand je veux prendre un exemple notamment du lac Tchad, de la région du lac Tchad, face au rétrécissement du lac Tchad, qu'est-ce qui est observé? Il est observé que, en fait, les populations locales ont déployé des stratégies pour assurer leur autosuffisance alimentaire, due à la détérioration des conditions agroclimatiques. Et parmi ces stratégies figure la migration. Mais les populations migrent vers les rives et les îles qui sont apparues après en fait, le retrait du lac. Mais cette migration climatique constitue une menace pour la durabilité des ressources naturelles, et avec en fait la pression anthropique aussi, mais la récurrence des événements extrêmes, tels que les inondations, les pluies fortes à forte intensité observées dans cette région, donc a pour conséquence la hausse et aussi en fait une sédimentation de plus en plus accrue de ces cours d'eau qui entraîne le déplacement géographique en fait de ces villages dans ces bassins du lac Tchad. Et cela entraîne automatiquement en fait des conflits entre les usagers et des conflits intercommunautaires. Donc, par rapport en fait, je voudrais évoquer en fait, m'appesantir un peu par rapport à cette zone, le risque lié en fait sur la paix sociale. Les changements climatiques contribuent en fait à exacerber la sécurité alimentaire. Donc, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, en fait, le collègue du Crisis Group. Donc, et parmi en fait ces facteurs, donc il y a les déplacements des populations qui est dû au changement du régime pluviométrique, tel que par exemple le raccourcissement de la saison des pluies. On observe que les pasteurs transhumants, que ce soit dans la zone du lac Tchad, que ce soit dans la zone en fait purement sahélienne, donc les pasteurs transhumants quittent prématurément en fait à la quête du pâturage à la saison sèche, dans les zones humides. Donc sur leur chemin, les animaux détruisent en fait les cultures qui sont en cours de développement. Mais vu le commencement tardif de la saison des pluies, les transhumants en fait reviennent sur leur passage à la quête du pâturage hivernal et en ce moment, les cultures sont semées pour la nouvelle saison. Donc, ce qui résulte également à des conflits. Un autre facteur, c'est qu'il y a la paupérisation et l'érosion des écosystèmes. Les impacts sur les écosystèmes sont multiformes. Donc, dans le Sahel, il y a la dégradation de la biodiversité, des habitats, etc. Mais qui est difficile en fait à contrôler avec la variabilité en fait climatique. Et je voudrais en fait terminer par rapport toujours par rapport à ce risque sur la paix sociale, en m'appuyant sur les études menées par Adelphi, en fait, qui montrent que les interactions des changements climatiques avec d'autres stresseurs, comme par exemple le manque d'emploi, la pauvreté, et la mauvaise gouvernance, l'absence de l'État et la forte croissance démographique dont j'avais évoqué tantôt, avec des compétitions accrues sur les ressources. Donc, cet ensemble exacerbe les tensions entre les différents usagers des ressources naturelles. Donc, c'est pour dire que le lien de causalité, de conflit et par les changements climatiques étant complexe, donc, il joue un rôle d'amplificateur de conflits. Mais une simple hypothèse de causalité entre conflit et climat, en fait, n'est pas réaliste, de mon point de vue. Mais il est nécessaire plutôt de souligner donc, qu'il est nécessaire en fait de comprendre et répondre à l'impact combiné des conflits armés et de la crise climatique et environnementale sur la vie des gens.
Donc, c'est de comprendre de façon holistique, comme on l'a dit tout à l'heure, la manière dont les gens font face à la combinaison des risques de conflit et de climat, tout en s'appuyant sur l'expertise en fait nécessaire en fait des différentes institutions en fait de la région. Donc, c'est pour dire qu'en termes de réponse à ces risques multiplicateurs, que les questions liées aux risques climatiques interpellent en fait les acteurs, tant au niveau du Sahel qu'au niveau, au niveau international. Parce que toutes les stratégies d'adaptation au changement climatique doivent mettre en premier plan en fait les populations les plus vulnérables et les personnes qui sont les plus susceptibles de subir les impacts. Donc, ce que nous devons inclure, c'est une programmation intelligente, comme je l'ai dit tout à l'heure, du climat, donc dans tous les secteurs, afin de protéger ces personnes les plus exposées. Donc, je voudrais m'arrêter sur ces points et la discussion va nous permettre en fait de rentrer dans plus de détails avec en fait plus de notions techniques qui vont nous permettre d'édifier davantage en fait l'audience. Je vous remercie. Je remercie Dr Gado pour votre présentation. Comme vous pouvez le dire, pas mal d'éléments techniques. Mais je vais quand même essayer de faire un petit résumé. Donc, vous avez notamment souligné pendant votre présentation comme les changements climatiques au Sahel est un multiplicateur des vulnérabilités du fait de l'augmentation des températures, de la réduction des ressources telles que l'eau et les terres agricoles, ou bien de l'accès et l'exploitation en fait à cette ressource. Vous avez aussi mis en avant les risques des déplacements des populations, aussi que les risques sur la paix sociale. Notamment, en tant que risque sur la paix sociale, vous avez vraiment souligné des éléments comme toutes les tensions et conflits qui peuvent se créer autour de l'utilisation de ces ressources et qui peut générer des tensions entre communautaires notamment. Pour décrire les rôles cumulés justement des effets du changement climatique et les conflits, vous parlez du changement climatique comme ayant un rôle amplificateur des tensions et des conflits. Vous appelez aussi pour une réponse holistique pour pouvoir justement assurer une adaptation des populations les plus exposées, notamment celles qui se trouvent dans cette région des conflits. Je vous en remercie. On passe maintenant à le prochain orateur, M. Dorsoma. M. Dorsoma travaille à la Banque africaine de développement en tant que spécialiste dans l'environnement. Il occupe le poste de directeur de la division des changements climatiques et de la croissance verte. Monsieur Dorsoma, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous ce matin. Vous avez la parole. Merci, madame. Bonjour à tout le monde. J'ai une petite présentation. J'essaie de la partager et de la montrer. Si cela s'affiche, vous me le dites. Comme vous l'avez dit, je suis monsieur Dorsoma Alhamdou. Je travaille à la Banque africaine de développement. Actuellement, je suis le directeur intérimaire du département changement climatique et croissance verte. Je suis en même temps le chef de la division croissance verte de la Banque africaine de développement. Aujourd'hui, et d'abord avant tout, je voudrais remercier les organisateurs pour nous avoir associés à cet important événement. Moi, je vais attaquer le sujet sous l'angle de notre expérience à nous, à la Banque africaine de développement, et les réponses que nous apportons aux questions de la vulnérabilité climatique et de la fragilité dans le Sahel à travers nos opérations. J'espère que je vais pouvoir défiler ma présentation. Voilà. Donc, le contexte, nous le savons déjà. Le Sahel, c'est une zone très vulnérable face au climat, face aux impacts négatifs du changement climatique. Les indices de vulnérabilité montrent que les pays du Sahel sont parmi les plus
vulnérables. Vous pouvez voir ici que l'indice de vulnérabilité au changement climatique de 2018 montre qu'un pays comme le Tchad est le pays le plus vulnérable, avec d'autres pays comme le Niger, le Mali, le Burkina et la Mauritanie également très vulnérables. Et ce sont des pays qui figurent parmi le top des pays les plus vulnérables dans le monde. Les différences de température, l'augmentation de la température à l'échelle mondiale, comme on le sait, représente à peu près 0,5 degrés Celsius au-dessus de la normale des 50 dernières années. Mais nous savons que dans les pays du Sahel, nous sommes largement au-dessus de cela. L'autre aspect que je voudrais souligner, comment on défile cette affaire? Je n'arrive pas à défiler ma présentation, je ne sais pas pourquoi. J'espère que... OK, je vais peut-être la regarder à partir de mon écran, moi, ici. Là. Alors, l'autre aspect que je voudrais souligner, c'est les aspects de la vulnérabilité, de la combinaison de la vulnérabilité, de la fragilité, de la conflictualité armée. Aujourd'hui, le Sahel constitue l'une des régions les plus chaudes, entre guillemets, dans le monde, du point de vue de la fragilité et de la conflictualité. À titre d'exemple, le nombre de morts liés aux conflits armés et aux activités terroristes a fortement augmenté dans la région. Comme vous, je ne sais pas si vous arrivez à voir la carte que moi j'ai mise sur ma présentation, mais il y a cette carte de la conflictualité armée dans le monde qui montre que le Sahel est la zone la plus chaude. Voilà, je ne vois plus ma présentation, je ne sais pas s'il y a un problème technique, je vais continuer. En même temps, le changement climatique dans le Sahel se présente comme étant un enjeu futur assez important à prendre en compte. Parce que les projections climatiques sont très alarmantes. On parle de réchauffement climatique à l'échelle mondiale, mais pour le cas du Sahel, les augmentations de température peuvent être largement au-dessus de la normale mondiale. Les précipitations, c'est pareil. Il existe une grande variabilité des précipitations d'une saison à l'autre. Nous assistons de façon régulière à des fortes fluctuations de pluviométrie, avec une tendance à la baisse à partir prévue dans les années à venir, sur les 20 dernières années à venir. Les impacts sont croissants, très importants. Les extrêmes climatiques deviennent de plus en plus soudains et fréquents. Et puis, nous constatons également des impacts importants sur des secteurs clés du développement dans le Sahel, notamment l'agriculture, l'élevage, les ressources en eau, les zones côtières, la santé, etc. Les risques sont également interreliés avec d'autres. A perdu Monsieur Dorsuma. Monsieur Boursouna, vous nous entendez? On est confronté au défi du virtuel en live. Risques. Et j'ai constaté que vous ne voyez plus, voilà, vous ne voyez plus ma présentation. Vous la voyez? Moi, je ne la vois plus. Je coupe la caméra. Ben, écoutez, je l'ai affiché. Je l'ai affichée, mais je vois qu'elle n'est toujours pas là. J'essaie de la réafficher. Merci beaucoup. Alors, elle est où? Voilà, c'est les défis du virtuel. Nous sommes éparpillés un peu de partout entre l'Afrique et l'Europe. Ça arrive. Merci vraiment de votre patience. Vous la voyez là toujours? Vous ne la voyez plus? Moi, je ne la vois pas là. Pourtant, j'essaie de l'afficher. J'essaie encore. Hop.
Vous êtes à nouveau en ligne. Déjà, ça, c'est un progrès. On vous entend très bien. Vous la voyez, la présentation, là? Non. Mais vous pouvez continuer parce qu'on vous entend très bien, Monsieur Dorsouma. Alors, donc, j'étais déjà assez avancé hein, sur la présentation. Elle s'affiche, là, je vois. Mais j'ai du mal à la dérouler, hein, en fait. Donc, je vais continuer. Si vous arrivez à la voir, tant mieux. Sinon, je continue sur les notes que j'ai ici. Donc, je disais qu'il y a un cadre global qui se présente avec l'accord de Paris et puis avec les objectifs du développement durable, ainsi que le cadre de Sendai sur la réduction des risques de catastrophes. Au niveau africain, il y a également des cadres qui se présentent, notamment la stratégie de l'Union africaine sur le changement climatique. Au niveau du Sahel, comme vous devez le savoir, il existe une commission climat pour la région du Sahel qui a été mise en place en 2016 à la COP 22 de Marrakech. Qui est en train d'être qui est en train de mettre en œuvre un programme d'investissement sur le climat. Nous avons des initiatives telles que la Grande Muraille Verte, qui aujourd'hui représente un important programme pour assurer, pour reverdir le Sahel et lui donner une opportunité de pouvoir faire face aux enjeux environnementaux et climatiques. Des initiatives telles que les 3S, soutenabilité, stabilité et sécurité, sont également des initiatives assez importantes pour la région. Pour ce qui concerne la Banque africaine de développement, nous avons 5 priorités de développement pour l'Afrique et toutes les 5 priorités intègrent parfaitement les questions climatiques. À commencer par la première priorité qui consiste à éclairer l'Afrique. Et comme vous le savez, cette question vient avec un fort accent sur exploiter les opportunités liées aux ressources énergétiques renouvelables dont dispose l'Afrique. La même chose, la deuxième priorité, nourrir l'Afrique, nous donne l'opportunité d'investir dans l'agriculture aujourd'hui appelée de plus en plus intelligente face au climat et de renforcer la résilience des agriculteurs. L'industrie, c'est un secteur important pour nous également, mais nous voulons mettre l'accent sur une industrialisation qui tienne compte des chaînes de valeur axées sur la durabilité. L'intégration africaine, un sujet toujours d'actualité pour nous, mais nous voulons mettre l'accent sur le renforcement de la résilience des infrastructures en Afrique, surtout les infrastructures d'intégration régionale. Et enfin, la cinquième priorité, c'est améliorer la qualité de vie des Africains, et là également en mettant l'accent sur l'adaptation, et en particulier l'adaptation des couches, des secteurs les plus vulnérables de la société. Pour ce qui concerne nos interventions dans la région, je vais juste donner quelques exemples des pays du G5 Sahel. Nous disposons d'un portefeuille d'environ 3,3 milliards de dollars dans les 5 pays, répartis comme je l'ai présenté, mais vous ne la voyez pas. Dans le Burkina, par exemple, au Burkina, nous avons un portefeuille de plus de 700 millions de dollars. Au Tchad, près de 400 millions de dollars. Au Mali, plus de 850 millions de dollars. En Mauritanie, plus de 350 millions de dollars. Et au Niger, près de 10 milliards de dollars. Et tous ces investissements ont une forte composante environnementale et climatique. Nous avons lancé récemment un programme phare qu'on appelle le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, qui vise à mobiliser 25 milliards de dollars d'ici 2025 pour intensifier et accélérer les actions d'adaptation en Afrique, avec un focus sur les pays du Sahel. Et c'est un programme conjoint que nous mettons en œuvre avec le Centre mondial pour l'adaptation. Et sur les 25 milliards, la BAD va mobiliser 12,5 milliards, donc la moitié. Et le reste sera mobilisé à travers les partenariats avec les autres institutions. Quelques exemples sur les projets, les programmes que nous avons en ce moment pour bâtir la résilience dans le Sahel. Par exemple, le programme de renforcement de la résilience dans le Sahel, avec un focus sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Nigeria, le Libéria. Nous avons un important programme sur l'agriculture climato-résiliente au Sahel de 250 millions de dollars. Nous avons un programme conjoint qui s'appelle Climat pour le développement en Afrique, qui vise à renforcer
les services climatiques et météorologiques nationaux et régionaux. Et la BAD met en œuvre le bras armé de ce programme, notamment le Fonds spécial climat pour le développement en Afrique. Nous avons aussi un programme sur le financement des risques de catastrophes qu'on appelle ADRIFI. Au moment où je vous parle des pays comme la Gambie, le Niger, la Mauritanie, le Burkina et le Tchad bénéficient de ce programme. Nous avons également des programmes qui visent la jeunesse, surtout à financer les solutions proposées par les jeunes pour faire face au climat, et notamment à travers la création des entreprises dirigées par des jeunes et également fournir des lignes de crédit pour des actions d'adaptation des entreprises les plus innovantes. Dans le domaine de l'énergie, nous avons un ambitieux programme qui s'appelle Desert Power, un programme d'environ 20 milliards de dollars qui vise à créer une zone solaire dans le Sahel, parce que comme vous le savez, le Sahel est l'une des régions les moins éclairées au monde et en même temps, c'est l'une des régions les plus ensoleillées. Donc, il y a un potentiel en solaire très important que nous voulons exploiter. Et à travers ce programme Desert Power, nous voulons donc construire une nouvelle capacité de plus de 10 gigawatts dans le Sahel pour fournir de l'électricité à environ 250 millions de personnes. 11 pays sont concernés par ce programme, y compris le Burkina, Djibouti, Érythrée, Tchad, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan. Il y a aussi le programme La Grande Muraille Verte, c'est un programme continental. La BAD participe à ce programme. C'est un programme d'une grande envergure, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vise à reverdir le Sahel à travers des actions de restauration des terres et de gestion durable des écosystèmes, et également à travers des actions de développement d'infrastructures résilientes et aussi d'énergie renouvelable. Et la BAD, c'est un programme qui a mobilisé récemment des ressources assez importantes en termes de promesses de 16 milliards de dollars pour les 5 prochaines années. Et la banque vise à mobiliser 6,5 milliards de son côté pour appuyer ce programme. Donc, c'est un programme important qui est en train d'être mis en œuvre par l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte basée à Nouakchott. Nous sommes partie prenante d'un groupe de transversal sur l'intégration du climat dans les stratégies de développement dans le cadre de l'Alliance Sahel. Et la BAD et les Pays-Bas sont les deux entités qui dirigent ce groupe-là, avec la participation d'autres pays comme le Danemark, l'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne, également les organisations des Nations Unies, la Banque européenne d'investissement. Je vais. Donc voilà, je vais finir ma présentation sur une note de conclusion en disant qu'il est important pour nous, et ça c'est notre message le plus fort, il est important de sortir du narratif des crises dans le Sahel pour ouvrir les opportunités. Parce que les opportunités existent. Le Sahel a longtemps été présenté comme une région à problème, une région à défi. Il y a des défis certes, mais nous savons qu'il y a des opportunités. Il est important d'exploiter ces opportunités-là pour aider la région à se développer, mais à se développer de façon climato-intelligente. Donc, aider les communautés à s'adapter au changement climatique, à améliorer la gestion des ressources naturelles, à renforcer leurs moyens d'existence, notamment en mettant l'accent sur l'autonomisation des jeunes et des femmes, à fournir des services de base en énergie comme en eau, etc. Mettre l'accent sur l'information climatique utile à la prise de décision et à la planification du développement, augmenter la finance climatique pour les pays du Sahel et en mobilisant surtout le secteur privé qui n'est pas encore très présent dans ce secteur, et aider également les pays dans la mise en œuvre de leur contribution nationale déterminée dans le cadre de l'accord de Paris, mais également des objectifs de développement durable, ainsi que des objectifs de réduction des pertes de la biodiversité et de dégradation des terres. Les pays ont souscrit à des objectifs importants dans ce sens, et nous, en tant que partenaires au développement, nous sommes mieux placés pour renforcer les partenariats, pour aider les pays à mettre en œuvre ces engagements. Donc, un appel à tous les acteurs pour continuer sur cette lancée-là, renforcer le partenariat, un appui très fort aux pays du Sahel qui sont en train de passer des moments difficiles, mais dans lesquels nous voyons beaucoup d'opportunités et nous pensons que ces opportunités nécessitent d'être exploitées maintenant. Voilà, je vous remercie et désolé pour ce problème technique qui ne m'a pas permis de présenter
mes slides sur l'écran. Merci, à vous. On ne vous entend pas, madame. Tu es en mute. On ne vous entend pas. Vous avez notamment décrit les Sahel comme une des régions les plus touchées justement par des questions de conflictualité et des fragilités, et donc par conséquence cette vulnérabilité. Vous avez mis après l'accent sur les axes d'action de la BAD, et notamment vous avez mis l'accent sur les concepts d'un développement durable. Vous avez décliné les priorités de votre action pour l'Afrique. Il y a des éléments très importants qui nous ressortent, notamment l'axe de l'adaptation et de la résilience des populations touchées par les conséquences climatiques. Vous avez néanmoins terminé avec une note très positive, donc en soulignant tous les potentiels de la région du Sahel et de l'Afrique plus largement. Vous avez notamment parlé dans ce sens d'opportunités à saisir, aussi qu'un accent très important sur les partenariats, et je vous en remercie. Nous avons les privilèges à présent d'écouter M. Silla, directeur du cabinet du ministre de l'Environnement du Sénégal. Il a l'avantage, en plus d'une expertise avérée dans ces domaines, de nous introduire au cœur de la politique environnementale sénégalaise. M. Silla a travaillé à la direction de l'environnement et de la prémature sur des questions liées au changement climatique. Mais Silla, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui, et sans plus attendre, je vous donne la parole. Merci bien, chère madame. Bon, je vais enlever peut-être la caméra pour afficher. Excusez-moi, juste quelques problèmes de réglage. Voilà. Bon, je veux juste partager l'écran pour mettre la présentation. OK, voilà, donc on y arrive. Voilà. Donc, merci beaucoup, madame, pour cette invitation. Et je salue aussi les précédents intervenants. Je pense que c'est bon. Vous m'entendez? Très, très bien. On voit aussi votre présentation. D'accord. Donc, je salue aussi les autres présentateurs, bon, en tout cas, qui ont vraiment touché du doigt certaines problématiques. Et Cécilia? Mais Cécilia, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Allez-y, vous avez la parole, Monsieur Silla. D'accord, bon, je ne sais pas, la présentation a disparu ou bien parce que… Oui, elle est disponible, on voit très bien et on vous entend aussi. D'accord, donc je disais que ces zones de Sahel, dans beaucoup de zones d'Afrique aussi, ont des économies très faibles, donc qui sont liées au développement local dans les contrées où on a souvent beaucoup de richesses, beaucoup d'opportunités, mais ces richesses-là ne sont pas exploitées au profit des autochtones, et il y a peu d'investissements de base aussi et des infrastructures pour que les autochtones restent sur place. Et dans ces populations-là, ce n'est pas seulement une immigration internationale qu'on voit, mais il y a aussi une migration des centres ruraux vers les centres urbains. Il y a aussi
peu d'emplois donc, qui sont créés et forcément les gens vont migrer ou bien être dans des situations précaires. Les populations aussi comptent le plus souvent sur les parents qui sont exploités pour tenir leur famille. Ensuite, le changement climatique, en fait, ne vient qu'exacerber une situation déjà difficile et précaire. Bon, dans tous les pays du Sahel, aujourd'hui, nous avons de bonnes hivernages ces dernières années, on note beaucoup d'inondations dans les zones d'habitation, des pertes de terres agricoles et de revenus, donc, et nous avons une variabilité du climat qui ne donne pas une bonne période de semis et de récolte, ce qui amène des problèmes quant à l'agriculture. Et les conséquences de tout ça, entre autres, c'est les populations sont désœuvrées, sans emploi. La migration semble la seule issue vers les grands centres ou à l'extérieur des pays. Et ils sont faciles à enrôler dans des trafics de drogue, dans des groupes armés, dans le terrorisme, etc. Et ils sont souvent mal informés sur le travail et l'existence aussi des immigrés qui sont à l'extérieur, qui leur font miroiter qu'ils sont dans vraiment l'Eldorado. Et de ces conséquences aussi, nous avons donc cette migration-là et une migration clandestine le plus souvent, et ça aussi, ça pose beaucoup de problèmes dans le Sahel, et surtout les pays du Nord qui sont des zones de passage aussi où on subit beaucoup de difficultés dans les pays du Nord. Et il y a aussi, il ne faut pas qu'on se le cache, une migration nord-sud. On prend le prétexte de l'aide, de l'assistance, des investissements techniques et tout. Mais en fait, beaucoup de pays ont aussi des travailleurs chez nous. Donc, c'est une utilisation aussi qu'il faudrait revoir. Et au niveau des visas, au niveau du déplacement des populations, il n'y a pas de réciprocité dans... et ça, c'est vraiment un problème inéquitable que nous subissons. Quand un pays doit entrer facilement dans votre pays, vous devez entrer facilement aussi dans son pays. Donc, ça, c'est réel. Maintenant, les questions qu'on peut se poser, c'est combien coûterait la gestion d'un camp de réfugiés, de migrants, ça vous pouvez nous dire, vous êtes très spécialisé. La gestion des crises, dernière crise politique très liée au développement de l'économie locale et à l'équité. Bon, ce ne sont pas de 20 mots. L'inaction, le fait que, bon, on sait ce qu'on doit faire et on ne le fait pas, et on fait tout à fait le contraire, je vais y revenir sur les conclusions, et les charges reportées sur les parents, fussent-ils immigrés. Maintenant, les solutions, il y a des esquisses au niveau environnemental, il y a la reforestation, la Grande Muraille Verte en est un exemple. Et la Grande Muraille Verte, aujourd'hui, au niveau du Sénégal, c'est comme dans tous les pays, les 11 pays de la Grande Muraille Verte, il y a beaucoup de pays qui s'invitent aussi à cette initiative-là. Il y a, ça va de l'ouest du Sénégal vers l'est, et ça touche la région de Louga et la région de Bakel, et se couvre 3 régions, Tamba, Kounda, la région de Louga et la région de Matam. Elle s'étend sur plus de 545 km avec une largeur variable d'environ 15 km. Et aujourd'hui, au niveau du Sénégal, cette Grande Muraille Verte, avec la création de l'Agence de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, est en train de devenir une Grande Muraille Verte reboiser tout le Sénégal, en fait. Et je pense que mes prédécesseurs en ont parlé, M. Darsouba, sur donc, les objectifs de cette Grande Muraille Verte-là en termes d'agroforesterie, en termes de création d'opportunités et de revenus pour les populations sur d'autres activités. Bon, donc la population aujourd'hui au Sénégal d'intervention de la Grande Muraille Verte couvre plus de 320 000 habitants en 2013 et en 2018, on a eu une augmentation de 60 000 habitants, soit 3,6% sur la croissance démographique dans ces régions-là par an, dans un écosystème sahélien déjà très sollicité, qui doit faire l'objet d'une attention particulière pour prendre en charge les besoins croissants des populations composées essentiellement d'agropasteurs. Et ça ne donne pas l'opportunité aux jeunes
de pouvoir rester et donc ils sont soumis au départ clandestin et aussi ils sont devant des recruteurs qui les mettent dans des difficultés et ça aussi, ça amène toute la précarité que nous avons au Sahel. Il y a le développement aussi de filières connexes dans cette Grande Muraille Verte et vraiment, aujourd'hui, sans nous, même le projet de la Grande Muraille Verte, le Sénégal se lance résolument dans une ambition de reverdissement du pays et ça va être notre salut. Mais le fait de l'avoir en panafricaine, c'est encore mieux et j'espère que tous les pays auront la chance de pouvoir, y compris le Sénégal, réussir cette activité-là. Il y a l'initiative 3S, on en a parlé aussi. Le Sénégal et le Maroc l'ont lancé à la COP de Marrakech en 2016, après la COP de Paris. C'est comme une initiative africaine, donc avec le NEPAD, qui cherche à stabiliser donc, les populations dans leur terroir, à sécuriser des zones par rapport au terrorisme, recrutement facile de populations désœuvrées, amenant le développement local, et dans une perspective de développement durable qui signifie la soutenabilité des initiatives, des activités. Maintenant, cette initiative de la 3S, dans stabilité, sécurité et soutenabilité, est structurée avec une task force avec le Burkina, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Mali, la Gambie, la République centrafricaine, le Sénégal, le Zimbabwe. Il y a aussi la BAD a participé à certaines réunions et il y a aussi le secrétariat de la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification qui en était le secrétariat. Et nous avons eu un fonds fiduciaire qui était logé au FIDA. Et aujourd'hui, cette initiative doit être reprise et nous sommes en train de réfléchir sur des secrétariats possibles. Il y a déjà la Convention qui est toujours là sur la lutte contre la désertification, le NEPAD, la conférence des ministres africains de l'environnement avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, ou le FIDA, ou en tout cas, il faudrait réfléchir à le loger pour mieux saisir les opportunités. Donc, il y a eu l'alignement de la 3S à la composante sociale de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Ça aussi, c'est une bonne chose. Et des projets sont en train de développer et nous attendons des coopérations en financement avec le GEF, la Banque mondiale, le Fonds vert climat, des fonds climat en général, le FIDA, la BAD, le Fonds d'adaptation, etc. Maintenant, en conclusion, bon, quelques points. Ça pose le problème de la coopération, le problème de comment les pays développés viennent se saisir, j'utilise ce mot-là, de nos ressources et quelle problématique, c'est une grande problématique qu'on doit poser et la résoudre très clairement, sinon ces points-là vont continuer de l'exode, de la pauvreté des populations, etc. À qui profitent les crises aussi qui sont créées aujourd'hui au Mali, dans tous les pays des G5, qui amènent une instabilité réelle, à qui cela profite. Et on connaît à peu près les causes, les remèdes, on peut les mettre aussi sur la table. Laisser aussi au Sahel, à l'Afrique en général, la gestion de ces ressources qui profiteraient des retombées pour son propre développement. Il y a beaucoup d'assistance, beaucoup de développement, beaucoup de projets, beaucoup de financements qui viennent des pays du Nord, qui eux-mêmes, peut-être c'est des retours d'argent bon, qu'on ramène après avoir créé tous les problèmes. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui le fait, mais en tout cas, une des préoccupations, c'est de poser la problématique de la coopération. Donc, coopérer équitablement avec les pays sahéliens et l'Afrique en général, dans le sens de l'exploitation équitable des ressources, ce qui aiderait à fixer les populations en dehors. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ila, pour votre présentation. Encore une fois, une présentation très riche. Vous avez mis en lumière certaines des causes des vulnérabilités, telles que les économies faibles. Vous avez aussi mis en avant les questions de l'exploitation des ressources. Vous avez fait référence aux conséquences du changement climatique et notamment touché
aux questions du chômage, de l'urbanisation, de la migration, aussi que les liens avec la criminalisation et la sécurité. Vous avez enfin fait référence à beaucoup d'initiatives qui se mettent en place au niveau des pays, mais aussi des initiatives étatiques à caractère plutôt régional. Les États africains sont en première ligne pour répondre aux conséquences du changement climatique. Vous avez mentionné dans votre présentation plusieurs exemples, tels que la grande muraille verte, ou aussi l'initiative aussi mentionnée par d'autres panélistes des 3 S, stabilité, sécurité et soutenabilité. Vous avez aussi souligné des questions des ressources, mais aussi cet optimisme des travailler ensemble justement pour trouver des solutions. Je vous en remercie. Avant d'ouvrir notre session des questions-réponses, je vous propose de voir une très courte vidéo d'environ 1 minute préparée par notre collègue en charge de la production audiovisuelle régionale Birom SEC. Cela contribue à illustrer davantage la thématique. Merci. Vous voyez, cette dune de sable n'était pas là. Donc ça a quitté l'est pour traverser l'école. Sinon, c'était un terrain plat entre les 2 blocs là. Donc c'est une école d'à peu près 400 élèves. 400 élèves, cela veut dire toute une génération perdue. Une génération préparée pour l'exode ou bien pour le recrutement. Si l'enfant n'arrive pas à comprendre certaines choses, c'est une proie facile. C'est une proie facile au banditisme, c'est une proie facile à l'exode pour rester pour toujours, parce que l'enfant bien intégré dans sa communauté, même s'il va, il revient. Mais un enfant sans éducation, c'est vraiment un avenir que personne ne peut prédire. Une force plus forte que nous, qui est le désert qui avance, l'érosion, l'ensablement. Depuis 2012, nos communes n'existent qu'avec l'appui des partenaires humanitaires et des partenaires au développement qui sont rares chez nous. Le plus gros investissement qu'on doit faire, ce n'est pas venir seulement en aide ponctuelle aux populations. C'est essayer de voir la cause même du mal, essayer de réparer le mal. Par des actions de fixation de dunes pour empêcher tout de suite l'érosion. Par des actions de mise en eau des lacs pour permettre aux gens d'avoir comment travailler. Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous avons reçu plusieurs questions par notre chat. Malheureusement, nous ne pourrons pas les traiter pour des questions des temps, mais nous avons essayé d'en sélectionner quelques-unes. Notamment, la première question, j'aimerais bien la diriger vers Dr Gado. Il s'agit donc la question est quelles sont les conséquences de la menace du changement climatique dans les prochaines décennies? Dr Gado, est-ce que vous m'entendez? Oui, Angela, je vous entends très bien. Vous avez pu entendre la question? Vous voulez que je la répète? Oui, s'il vous plaît.
Donc la question, en fait, est autour quelles sont les conséquences de la menace du changement climatique dans les prochaines décennies. Donc la projection du phénomène dans les prochaines décennies. Ok, merci pour cette question. En fait, les projections en fait, du changement climatique au niveau de l'Afrique de l'Ouest, en fait, diffèrent d'un pays à l'autre. Mais néanmoins, ce qu'on peut dire globalement, c'est que c'est des tendances à la hausse, que ce soit pour le climat, que ce soit en fait pour les moyens d'existence un peu. Donc, je vais un peu m'appesantir sur quelques pays. Par exemple, pour le Burkina, je peux donner un exemple donc, au niveau du Sahel. Donc, il est prévu en fait une augmentation donc d'ici en fait 2100, une augmentation de 3 à 6 degrés. En fait, c'est sous des températures moyennes. Et avec en fait 3 degrés par exemple Celsius au niveau de la zone côtière vers la Mauritanie et 4 degrés Celsius au niveau du Sahel continental, notamment le Mali, le Tchad, le Niger. Mais aussi c'est que le climat futur donc, nous montre qu'il y aura un réchauffement maximal qui va affecter en fait les mois d'été, notamment la période de juin à septembre, et des températures aussi minimales. Donc, les projections concernant en fait les précipitations, là, c'est là où en fait on observe en fait des écarts selon les modèles de projection de précipitations, donc qui sont souvent incertaines en raison de la forte variabilité interannuelle, mais aussi en fait la variabilité spatiale en fait qui devrait augmenter. Mais il est observé aussi en fait de façon globale une réduction en fait de la durée en fait de la saison des pluies avec une augmentation des événements pluvieux extrêmes. Donc pluvieux extrêmes, c'est qu'il faut s'attendre à plus d'inondations dans les années à venir. Et aussi en fait, il est observé par exemple au Burkina Faso. Je reviens sur le Burkina. En fait, les projections nous montrent en fait une diminution de la fréquence en fait des jours et des nuits, donc considéré comme froid dans une grande partie, et aussi en fait des nuits froides qui n'existeront plus en fait du tout d'ici dans les années en fait d'ici 2090. Mais en fait une élévation du niveau de la mer, par exemple en Mauritanie, pourra atteindre en fait 14 cm d'ici 2050 et 40 cm d'ici 2100 en fait selon les projections. Donc de façon ramassée, voilà un peu pour quelques pays ce que je pourrais dire par rapport à ces projections climatiques. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur Gado. La deuxième question sera plutôt pour monsieur Silla, si vous le permettez. Est-ce que les conditions de vie du Sahel permettent-elles d'exploiter l'agriculture écologique? Est-ce que cela est vraiment réalisable? Je vous remercie, madame. Bon, je pense que nous avons l'expérience d'autres pays, peut-être qui ne sont pas le Sahel, mais qui ont des déserts. Et dans ces pays-là, les déserts sont utilisés pour faire revenir l'agriculture. Dans le reportage, on a vu que le problème qui est posé, c'est le problème de l'avancée des dunes. Donc, il va très clairement qu'il faut faire leur fixation. Et il y a le problème de la ressource en eau aussi qui est posé et sur lequel on a aussi des problèmes de remettre de l'eau dans les lacs, dans les vallées fossiles. Et il y avait un grand programme de revitalisation du lac Tchad, par exemple. Et la Grande Muraille Verte, normalement, doit avoir aussi un aspect avec son reboisement de fixation des dunes et de faire ramener donc l'agriculture. Parce que sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Et il faut fixer les terres pour que ça arrive. Donc, pour me résumer, on a des exemples en Israël ou bien dans d'autres pays qui sont soumis en Afrique australe, qui sont aussi dans des zones désertiques. Mais si on parvient à régler le problème de la ressource en eau, de fixer les dunes, on peut très bien faire revenir l'agriculture dans le Sahel et on compte sur la Grande Muraille Verte et d'autres initiatives pour pouvoir faire cela. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Sylla. Je pense que pour des questions de temps, je serai obligée à prendre la dernière question, en fait, et cela sera plutôt pour Monsieur Dorsoma. Monsieur Dorsoma, comment raccorder les enjeux du changement climatique au défi de l'employabilité des jeunes en termes d'entrepreneuriat, par exemple? Merci pour la question. Merci pour la question. C'est une question très, très pertinente dans la mesure où les réponses aux enjeux liés au climatique sont de plusieurs ordres. Et il y a des réponses qui sont apportées par les responsables publics, les institutions publiques. Il y a également les réponses apportées par les entreprises, les États et les entreprises, ainsi que la société civile. Donc, toutes les couches de la société sont concernées. Nous avons observé au cours de ces dernières années qu'il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de technologies qui contribuent à l'action climatique qui ont émergé. Et la plupart de ces innovations et ces technologies sont souvent développées par des jeunes, par des jeunes entrepreneurs. Et surtout en Afrique, nous voyons ça de plus en plus dans beaucoup de secteurs, notamment dans le secteur de l'économie circulaire. On voit beaucoup d'innovations. Nous voyons aussi beaucoup d'économie circulaire en termes de recyclage des déchets, en termes de récupération des déchets technologiques. Nous voyons également des innovations dans la gestion urbaine. Nous voyons également des innovations dans la récupération des gaz les plus polluants. Donc, à mon avis, les opportunités sont là. Les changements climatiques qui étaient au départ un défi émergent aujourd'hui comme une opportunité. Et moi, je pense que c'est le message que moi j'ai voulu faire passer. On doit aller vers des opportunités. Et les opportunités existent. Et les jeunes montrent de plus en plus de l'innovation dans On a encore une petite coupure ce domaine. sur les mots d'espoir de M. Dorsoma. Vous ne m'entendez plus? Monsieur Dorsoma? Je vous entends, moi. Je coupe ma caméra peut-être. Vous m'entendez? Non, on vous entend. Je crois que c'est ma connexion qui a des problèmes. Je coupe la caméra. Donc, je disais que les opportunités existent et les jeunes montrent beaucoup plus d'engouement dans des innovations vertes, des technologies vertes, et les opportunités de financement également existent, que ce soit au niveau local, dans les banques. Les banques sont de plus en plus sensibilisées sur la question. Elles intègrent de plus en plus la dimension verte et résilience dans leur stratégie de financement. Et des institutions comme la BAD également développent des programmes ambitieux dans ce domaine. Donc moi, je crois qu'il y a une opportunité à saisir. Et vu que les jeunes ont commencé les innovations dans ce sens, je crois qu'il y a un moyen de pouvoir s'asseoir et de voir quelles sont les innovations les plus pertinentes dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes en particulier, que nous pourrons financer. Nous, à la BAD, on a créé un fonds, par exemple, sur l'entrepreneuriat jeune qui finance des activités de ce type-là. Nous avons également une grande initiative sur la jeunesse et la résilience face au changement climatique. Donc, je crois que c'est un début, mais je crois qu'on pourra faire mieux et pour appuyer des initiatives dans le domaine de l'entrepreneuriat jeune en lien avec l'action climatique. Merci. Merci beaucoup, Dr Dorsoma. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de notre partie questions-réponses, car le temps ne nous permettra pas d'aller plus loin, malheureusement. Donc, je me permettrai juste de mentionner quelques points en guise de conclusion. On retient vraiment que nous tous, nous avons un rôle à jouer. On retient aussi les concepts du changement climatique comme multiplicateur des risques et multiplicateur des vulnérabilités. Nous retenons aussi la nécessité et l'urgence d'une réponse holistique
Holistique, bien sûr, mais aussi ciblé et inclusif, notamment avec une considération en espace pour les jeunes, pour les femmes et pour toutes couches sociales, car seulement dans ces conditions-là, nous pourrons diminuer les tensions sociales. Un dernier point aussi, mais important, sur les potentiels du Sahel. Il y a plusieurs éléments qui ont été mentionnés dans les cours du débat, notamment les potentiels d'innovation et les opportunités dans la région. Nous avons aussi entendu beaucoup d'initiatives politiques innovantes, comme la Muraille verte et d'autres. Nous avons beaucoup aussi entendu des mots envers une coordination régionale. Je voudrais finalement vous remercier très chaleureusement, vous les panélistes, pour vos interventions et les participants pour leurs questions. Je tiens également à remercier toutes les collègues qui ont contribué à la préparation de cet événement et vivement les prochains humanitariums. Merci. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci à la modératrice. Au revoir. Merci, très intéressant. Merci. Merci à vous. Au revoir pour l'organisation. Bonjour, Hannah.